Bonsoir, c'est un grand plaisir d'entendre ce qu'on a entendu, puis d'être là et puis de pouvoir faire des petits bouts de chemin avec Arès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut se projeter dans l'avenir. Et la chose qui m'a toujours le plus révolté depuis le départ, depuis les premières fois où j'ai pu côtoyer le monde de l'insertion, on a vu des aventures absolument formidables de démarrage, de reprise du goût du travail, de reprise de confiance, de reprise d'insertion dans la société, etc. C'est quand ça s'arrête. Et je trouve qu'une des choses qui est absolument épouvantable, c'est quand quelqu'un a fait les efforts que vous avez dit, a démontré qu'il savait travailler, se les démontrer à ses propres yeux, a pu éventuellement montrer aux yeux de ceux qui l'accompagnent, de leur cadre, de ses chefs, de ses clients, qu'il savait tout à fait travailler, qu'il voulait travailler, et puis qu'on lui dit, désolé, c'est terminé, parce que tel contrat, c'est 18 mois maximum, ou 2 ans maximum, ou tel système d'aide s'arrête. Et donc, au revoir, bienvenue dans la redescente. Et ça, c'est quelque chose sur lequel qui n'est pas tolérable. Et qui arrive tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire que ça n'est pas la faute de la personne qui n'a pas su travailler, etc. C'est nos systèmes qui s'arrêtent à un moment donné. Et la rechute est terrible. La rechute est terrible personnelle, la rechute est terrible collective, parce que ça veut dire que finalement, on est en train de faire tourner quelquefois un système dans lequel on repasse par la case départ, et puis il y en a qui, au bout de 2 retours par la case départ, n'en montreront plus. Donc je pense qu'on a vraiment une responsabilité collective à avoir comme objectif que personne ne redescende, pour d'autres raisons qui peuvent être des raisons, alors un réaccident est possible, il y a des choses qui peuvent arriver, mais que pour des raisons administratives, budgétaires, techniques, juridiques, on dise maintenant c'est fini, passe ton tour, on va prendre quelqu'un d'autre, et toi, retour à la case Pôle emploi, retour à la case RSA, retour à la case rue, retour, etc. C'est quelque chose qui est intolérable. Or, on va être effectivement dans des périodes dans lesquelles ça va être plus dur. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, ça serait que les crédits ne baissent pas. Le fait qu'ils augmentent, qu'ils doublent, me paraît peu réaliste. Et d'ailleurs, indépendamment des résultats électoraux. Des périodes dans lesquelles les entreprises vont avoir à se dire, ça leur arrachera peut-être le cœur à un moment, mais c'est peut-être les sujets sur lesquels elles seront les premières à couper, après avoir coupé quelques autres dépenses. Donc il faut absolument qu'on se mobilise pour pouvoir faire en sorte que la chute ne soit pas possible. Alors en écoutant vos témoignages, en écoutant la genèse d'Arès, j'ai essayé de réfléchir à 3 ou 4 pistes qu'on pourrait défendre ensemble pour ça. Alors, la première à laquelle je pense, et je pensais il y a quelques années déjà, de dire, dans les entreprises d'insertion, il y a peu de contrats d'alternance à ma connaissance. Or, quand les pouvoirs publics mettent de l'argent en disant on va passer à 500 000, 600 000, 700 000, 1 million d'alternance. L'alternance, c'est l'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Peut-être qu'il faudrait qu'on se batte pour qu'il y ait dans les entreprises d'insertion des postes en alternance. On travaille à mi-temps, on est formé l'autre mi-temps, pour être sûr qu'à la fin, on a au moins un diplôme. Parce que celles et ceux qu'on a entendus dans les témoignages sont des gens qui sont capables d'être diplômés. Et qu'ils puissent réarriver sur le marché du travail, pas simplement en disant « j'ai passé 2 ans dans une entreprise d'insertion, mais je suis titulaire de tel diplôme ». Pour ça, il faut aider les entreprises d'insertion à pouvoir financer une partie de cela, qui est toujours inférieure à d'autres séries de dépenses, mais c'est peut-être des choses intégrées dans les développements de l'alternance, le fait que l'entreprise d'insertion doit être client de ça, ça me paraît fondamental. Deuxième chose, j'ai été l'une des expériences jolies que j'ai eues dans ma vie, c'est quand on s'est pris en main avec celles et ceux qui font le recyclage des vieux vêtements, menacés par des chamboulements dans la filière du recyclage du textile. D'un côté, le textile qu'on ramassait était de moins bonne qualité, donc on pouvait moins le valoriser. De l'autre, la partie qu'on ne pouvait pas valoriser devait être éliminée avec des normes plus sévères et donc ça coûtait plus cher. Et cette filière de recyclage, qui est la filière traditionnelle de l'insertion depuis des décennies, était en train de se casser la gueule. Et on a fait du lobbying
pour créer une contribution sur tout que vous payez, vous, chaque fois que vous achetez une chemise, un slip ou une veste, vous payez, et personne ne s'en est rendu compte dans cet amphithéâtre, donc vous payez 1 centime, 2 centimes, quelques centimes, qui vont dans une caisse, qui permet de cofinancer les activités de recyclage et permet de compenser ces surcoûts. L'idée étant de dire qu'on peut, au lieu de ne ramasser que 100 000 tonnes de vêtements usagés, passer à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 tonnes, on en jette 800 000 par an, pour faire en sorte qu'on puisse, avec ça, faire travailler plus de personnes dans ces activités-là. Je suis persuadé que ce mode de financement, qui, par une ponction totalement indolore, arrive à mettre des dizaines de millions d'euros de côté, il se passe la même chose dans l'électronique, peuvent être des choses qu'on peut pousser dans des tas de secteurs et qui peuvent être des financements pérennes d'activités, d'insertion par l'activité économique pérenne et qui puissent continuer et dans lequel il peut y avoir éventuellement le secteur classique, comme dit Philippe, et puis le secteur d'insertion, à condition qu'on leur garantisse qu'ils auront toute leur part et qu'ils ne seront pas à un moment éliminés par plus capitalistique qu'eux. C'est la deuxième piste. La troisième piste, elle a été évoquée par plusieurs d'entre vous, c'est effectivement la notion de clause sociale. Les clauses sociales sont finalement beaucoup moins développées qu'on le souhaiterait, et moi qui ai eu des responsabilités dans l'État est d'un des moins bons pour les clauses sociales. Les collectivités locales sont inégales, mais sont meilleures que l'État. Certains opérateurs publics sont bons, je ne sais pas si c'est un rapport avec la SNCF, mais Réseau Ferré de France est le meilleur dans les clauses sociales. Il y a beaucoup de choses à faire et on sait mesurer le nombre d'heures de travail qu'on pourrait obtenir comme cela. Et puis la quatrième piste, c'est l'équivalent clause sociale dans les entreprises que vous avez évoqué, tout en disant que c'était le même type de concurrence, mais que dans le cahier de commande d'une entreprise, que dans le fonctionnement d'une entreprise, il y ait cette idée que parmi ses sous-traitants, parmi ses partenaires, parmi celles et ceux qu'on fait travailler, il y a un certain nombre d'heures qui vont vers celles et ceux qui font plus d'efforts vers l'insertion, et quelque chose qu'on devrait chiffrer, mesurer et faire augmenter, parce que à la fin, tout le monde y est gagnant, parce que quand tout le monde est au RSA, quand tout le monde est au chômage, ce sont les entreprises et les salariés qui payent des cotisations sociales supplémentaires pour le faire. Et donc nous courons tous à travers cette équation qui n'est pas impossible, mais qui est une équation difficile, de faire en sorte qu'on préfère bien évidemment aider, subventionner, soutenir, supporter des emplois que de devoir compenser le fait qu'on a renvoyé des gens à la case inutilité, à la case chômage, à la case désespoir. Donc, il me semble que derrière les expériences que vous avez dites, que vous avez vécues, derrière les partenariats qu'on a faits, derrière les 20 ans que vous avez vécus, il y a la preuve absolue qu'on peut retrouver une dignité par le travail, bien évidemment, que peut-être que le parcours d'insertion, il doit être double, on ne doit jamais l'oublier. Il y a des gens pour lesquels le parcours d'insertion se terminera dans un emploi classique et très bien. Il y en a d'autres pour lesquels ça ne se terminera pas dans un emploi classique. Et il faut tordre le cou à l'idée que tout le monde peut avoir un emploi classique, mais il n'y a rien de pire que sous prétexte qu'on est juste un tout petit peu en dessous de la barre qui permet d'accéder à des grandes entreprises. On vous renvoie vers la case rue, inutilité, chômage. Et donc il faut absolument garder dans le temps celles et ceux qui sont un petit peu entre les deux et qui ont besoin d'être soutenus. Et ça, je pense que c'est un message tout à fait fondamental à garder en tête, et que derrière ça, il y a des choses formidables qui peuvent se faire, à condition que ce qui se passe par la magie de ce soir se passe ailleurs. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup, chez les élus, dans les entreprises, dans la fonction publique parfois, dans le grand public, salarié en insertion, ça doit être, comme vous l'avez mis là, un poivreau, un peu drogué, feignant, voleur, profiteur, etc. Et beaucoup de gens ont ces stéréotypes, et le fait qu'on puisse mettre en contact celles et ceux qui ont le pouvoir de décision avec des gens qui peuvent démontrer qu'ils ont pu peut-être connaître des malheurs dans la vie, mais que pour autant ils sont capables, ils ont envie, ils sont porteurs, comme on l'a vu ce soir,
joie fantastique et qu'ils ont juste envie qu'on ne leur empêche pas de connaître et de vivre cette joie. C'est ça, je pense, le message qu'on doit porter pour que, aux 40 ans d'Arès, nous nous retrouvions toujours aussi jeunes d'esprit et toujours enthousiastes, mais avec des progrès supplémentaires qui ont été accomplis. Bonne soirée.